Préserver les forêts et réduire le rejet de méthane, les dirigeants mondiaux sont venus au secours du climat aujourd'hui à la COP26 avec deux accords majeurs ambitionnant de contenir les très nocifs gaz à effet de serre. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Anifag, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes, durant presque 45 minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission semi-quotidienne directe. Et en fait, ce que je viens de vous annoncer il y a quelques instants, ce sont que parmi les grandes lignes dont on va discuter durant les prochaines minutes. Mais en général, c'est la COP et les activités présidentielles qui vont dominer le trajet de discussion de cette édition. Encore une fois, nous devons jeter plus de lumière sur des décisions très importantes prises aujourd'hui matin, aujourd'hui même dans les activités de la COP26 à Glasgow au niveau des leaders, au niveau des chefs des pays et de gouvernement, en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Avant ça, je dois vous rappeler que le président égyptien Fattah al-Sisi a signalé hier l'engagement de l'Égypte à contrer l'ampleur des défis auxquels sont confrontés les pays en développement. Il a en outre mis l'accent sur l'importance de la lutte contre les changements climatiques, surtout dans le continent africain qui est confronté aux répercussions néfastes de ce phénomène, bien qu'il n'en soit pas responsable. Donc un tout petit reportage. Après ça, on va bien sûr, dans la deuxième partie de cette édition, on va essayer d'analyser ensemble les messages, mais aussi d'analyser des scènes très importantes en ce qui concerne les activités présidentielles en marge de la COP26. Mais actuellement, je dois vous laisser avec ce reportage signé Shahinaz Ismail et Salih Hamid. Dans son discours prononcé lundi à la 26e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé sa joie de participer à cette conférence afin d'examiner la question climatique qui concerne tout le monde. Le président el-Sisi a indiqué que le récent rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a souligné que le renforcement de l'action climatique pour atteindre l'objectif de 1,5 degré centigrade est devenu une affaire inévitable et ne peut être retardée. Et le chef de l'État a déclaré son intention de mettre l'accent sur certains points. Premièrement, l'Égypte a commencé de prendre des mesures sérieuses pour mettre en œuvre un modèle de développement durable avec le changement climatique et l'adaptation, visant à atteindre le taux de projet vert financé par le gouvernement à 50% d'ici 2025 et 100% d'ici 2030. Par exemple, les sources d'énergie renouvelables représentent aujourd'hui environ 20% du mix énergétique en Égypte, alors que nous œuvrons pour atteindre 42% d'ici 2035, en conjonction avec la rationalisation des subventions à l'énergie, a déclaré le président el-Sisi, ajoutant que l'Égypte s'emploie également à passer à des transports propres en développant les réseaux de métro, les trains et les voitures électriques, tout en préparant les infrastructures nécessaires. Et Sisi a indiqué qu'en plus de la création des villes intelligentes et durables, l'Égypte met également en œuvre des projets pour rationaliser les utilisations de l'eau, ainsi que le revêtement des canaux et la gestion intégrée des zones côtières. Et pour financer ces projets, l'Égypte a récemment émis la première offre obligation verte d'une valeur de 750 millions de dollars. Afin que ces efforts soient placés, selon le président el-Sisi, dans son cadre institutionnel, l'Égypte a achevé l'élaboration de la stratégie nationale sur le changement climatique 2050 qui ouvrira la voie à l'Égypte pour moderniser ses contributions déterminées au niveau national, afin que les politiques, objectifs et procédures inclus dans ces contributions soient complémentaires aux efforts de développement de l'État et à ses efforts pour récupérer des effets de la pandémie de Covid-19 et pas un fardeau.
Selon le président Al-Sisi, comme l'Égypte est consciente de ses devoirs, elle est également consciente de l'ampleur des défis auxquels sont confrontés tous les pays en développement. Et ici, le président Al-Sisi a voulu souligner que la mise en œuvre des engagements des pays en développement face au changement climatique dépendent du montant des soutiens qu'ils reçoivent, notamment des financements, étant la pierre angulaire et le principal facteur déterminant de la capacité de notre pays à relever leur ambition climatique dans le cadre de l'équilibre délicat représenté par l'accord de Paris qui doit être préservé afin de renforcer les efforts visant à la réduction des émissions également avec l'adaptation aux impacts négatifs du changement climatique. Le président Al-Sisi a en outre déclaré être convaincu que les délibérations de ce sommet et les résultats exprimant l'engagement politique à faire face au changement climatique à adapter à ses effets négatifs. À quel point donc le discours du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi devant la COP 26 a révélé bien les souffrances de la région arabe et de la région africaine spécialement et des pays développés généralement en ce qui concerne le changement climatique. Donc ce sera l'une des questions dont on va discuter durant les prochaines minutes. Mais avant ça, je dois faire une sorte de retour sur deux décisions très importantes prises aujourd'hui au niveau des leaders du monde entier dans cette conférence COP26 à Glasgow. Encore une fois, moins de méthane et plus d'arbres. Shahnaz Ismail et Salih Hamid. À l'agenda de la grande conférence climatique, mardi figure un accord visant à réduire les émissions de méthane, l'un des grands gaz à effet de serre avec le CO2 de 30% d'ici 2030. Selon un responsable américain, il a été souscrit par plus de 90 pays représentant 2/3 de l'économie mondiale, dont la moitié des 30 principaux émetteurs de méthane. Poumons de la planète avec les océans, les forêts jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique en absorbant une partie importante des milliards de tonnes de gaz à effet de serre libérés chaque année dans l'atmosphère par les activités humaines. Afin d'enrayer leur dégradation et restaurer ces cathédrales de la nature, les dirigeants de plus de 100 pays abritant 85% des forêts mondiales, dont la forêt boréale du Canada, la forêt amazonienne au Brésil ou encore la forêt tropicale du bassin du Congo, ont adopté une déclaration sur les forêts dans le cadre de la conférence climatique de l'ONU à Glasgow. L'initiative, qui bénéficiera d'un financement public et privé de 19,2 milliards de dollars sur plusieurs années, est essentielle pour parvenir à l'objectif de limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré centigrade par rapport à l'ère pré-industrielle, selon le Premier ministre britannique Boris Johnson, hôte de l'événement. Les forêts reculent actuellement au rythme alarmant de 25 terrains de football chaque minute, selon la présidence britannique de la COP26. Donc, dans cette deuxième partie de cette édition, nous allons essayer d'arrêter devant des déclarations, des scènes très importantes, que ce soit au sein de COP26 ou en marge de COP26, notamment en ce qui concerne les activités présidentielles très intensives. Justement, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi actuellement au studio de NAL TV International, M. Chérif Amir. Dr Chérif Amir, c'est un spécialiste dans le domaine de la politique géostratégique et ainsi de suite. Monsieur, vous êtes toujours bienvenu. Merci. Je suis vraiment très ravi de vous rencontrer dans cette édition qui va jeter plus de lumière sur, premièrement, ces deux décisions prises à la COP 26 à Glasgow. Est-ce que ces décisions sont à la hauteur de l'attente du monde, de l'attente de la population? Bien évidemment, il faut prendre ce rassemblement international comme un signe d'un changement de la politique extérieure du monde entier. C'est-à-dire
que maintenant, il y a un partage dans la prise de décision entre les pays puissants et aussi les pays, des pays en développement. Et je crois que ce sont les pays en développement qui ont commencé à s'imposer par leurs efforts et par leurs projets, et aussi malheureusement par leur crise sur la scène. C'est-à-dire que l'Égypte, par exemple, présente aujourd'hui un cas très important qui inquiète le monde entier. C'est que lorsqu'on parle du climat, bien sûr on parle aussi des pays comme l'Afrique, des pays africains, où il y a les forêts, où il y a aussi toutes les sources naturelles qui ont été exploitées au cours des dernières décennies. Alors les décisions, est-ce qu'ils sont à la hauteur ou non? Bien sûr, ils ne seront jamais à la hauteur parce qu'il y a quand même un dérapage dans la volonté politique des pays occidentaux, qui sont des pays industriels, qui ont commencé à se plaigner du climat après qu'eux, ils ont commencé leur phase de production et ils ont participé, il faut le dire, dans la pollution du monde entier. Et d'autre part, l'Égypte et les pays africains, ainsi que les pays comme l'Inde, comme le Brésil, l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui travaillent ardemment pour sauver leurs économies, pour se développer, pour donner de l'avenir à leur peuple. Alors, il faut être très prudent dans les restrictions qui vont être émises. L'Égypte, par exemple, fait beaucoup des efforts pour le changement climatique, pour le réduire, sauf qu'il faut respecter la volonté d'un peuple qui veut travailler, la volonté de faire l'industrie et se développer. En fait, en réaction au discours du président Abdel Fattah al-Sisi, on trouve que le ministre jordanien de l'Environnement, Mouawiya al-Radaya, a affirmé que le discours du président Abdel Fattah al-Sisi avait révélé les souffrances de la région des pays en développement. M. Radaya a salué également ce discours prononcé par le président et qui a réclamé des aides aux pays développés pour que les pays en développement puissent honorer leurs engagements. Donc ici, M. Radaya a même souligné que la crise climatique mondiale a affecté tous les habitants du globe, ajoutant que les pays en développement, notamment la région arabe, étaient exposés au choc du changement climatique. Ici, j'aimerais bien dire une chose très importante. L'Égypte n'essaye pas de dire aux pays développés de donner des aides aux pays africains, mais plutôt de donner des investissements, de pomper des investissements pour, au sein des pays africains pour lutter contre plusieurs fléaux, à partir de l'immigration clandestine, passant par la violence et le terrorisme, et enfin les changements climatiques. Bien sûr, c'est très pratique et c'est très intelligent et c'est très fidèle au peuple de réclamer l'investissement au lieu des aides monétaires. Parce que les aides, ça vient et ça part. L'investissement, ça reste. Et ça aide aussi à l'embauchement des jeunes dans ces pays. Si l'Europe, si les pays occidentaux veulent arrêter l'immigration clandestine, c'est ce que le président ici disait depuis des mois, voire des années, dans les conférences de jeunesse. C'est en fait la vision de l'Égypte proposée à la scène mondiale. En fait, que les jeunes soient capables à travailler sur le propre pays, à contribuer à la création d'un avenir chez eux. Pas souvent penser à l'Europe comme leur avenir et en même temps être exploités par la crime organisée qui travaille dans l'immigration clandestine. C'est pour cela, je trouve que le président Sisi a mis les points sur les i. Si vous voulez vraiment qu'on arrête les problèmes ou les crises au sein de l'Afrique, il faut aider l'Afrique avec l'investissement, il faut aider les pays du Moyen-Orient avec les... Il faut créer un bon avenir. Bien sûr. Un climat propice aux investissements, propice même à avoir des énergies vertes à partir de l'Afrique. Permettez-moi de vous dire que le premier pays à montrer cet exemple, c'était l'Égypte en Libye. C'est que le Premier ministre Mostafa Madbouli, lorsqu'il a effectué la visite là-bas, c'est-à-dire qu'on a commencé à organiser des compagnies égyptiennes à travailler là-bas,
la solution pour les pays perturbés par la guerre, par les crises économiques, c'est de contribuer à créer les forces de travail, à créer les possibilités d'emploi, que les jeunes trouvent qu'ils peuvent travailler. Bien sûr, s'ils veulent garder le secteur du changement climatique et des ressources renouvelables, c'est le fardeau du gouvernement. D'ailleurs, le président ici a montré que maintenant, jusqu'à 2025, on aura 50% de travail sur l'énergie verte. Jusqu'à 2030, il y aura 100%. 100%. Et ce sont des accomplissements très impressionnants, en fait. Et cette transformation vers l'énergie verte, vers l'économie verte. Ça coûte cher, d'abord. Ça donne beaucoup d'efforts, ça réclame beaucoup d'efforts. Mais permettez-moi aussi de dire que tout ça, c'est sous les yeux de la communauté internationale. Ils peuvent venir en Égypte et voir par leurs propres yeux ce qui se passe dans les projets, dans l'infrastructure de l'Égypte. Ce qui rend en fait l'Égypte très attractive aux yeux de la communauté internationale, parce que, par exemple, le président aussi a dit qu'il y avait des obligations vertes qui ont été proposées dans les bourses internationales et qui ont attiré beaucoup d'investissements et de financement. Oui, bien sûr. Il y a maintenant avant, il y avait deux éléments fondamentaux pour l'investissement. C'était l'infrastructure et la sécurité. Nous, on a travaillé ardemment sur les deux. On a réussi à faire un résultat de 100% sur cette affaire. Et alors maintenant, la communauté internationale est sortie et pour l'énergie renouvelable et pour sauver l'environnement. On a dit, on est prêt aussi. On a commencé, le président ici a commencé à travailler sur ces projets. Et maintenant, lorsqu'on est au COP25, alors c'est très clair que l'Égypte est un poids lourd dans les pays de développement qui ont montré qu'ils ont fait l'effort et qu'on mérite pas les aides monétaires. On n'a pas besoin de ça, mais on a besoin de l'investissement, de la coopération, parce que ça va aider l'Europe. De la localisation des industries, de la technologie. Ça va aider l'Europe, ça va aider dans le combat du terrorisme, parce que les jeunes auront de l'embauche, ils ne seront pas recrutés par les éléments terroristes. Deuxièmement, le crime organisé ou l'immigration clandestine, ça va s'arrêter. Ça va donner aussi aux Européens un changement de délocaliser au lieu d'aller en Chine ou en Inde. Pourquoi seulement traverser la Méditerranée et travailler et trouver des usines, et créer des usines en Égypte. Et je crois que l'Égypte, maintenant, offre à la communauté internationale un plan très solide, très bien étudié, avec un leader charismatique et très franc dans ses paroles. C'est le président ici, parce qu'on ne fait pas des cadeaux. C'est-à-dire, on parle honnêtement, on ne fait pas le chantage que la Turquie fait, par exemple. On essaye d'arriver à une situation de gagnant-gagnant. Voilà, c'est ce qu'on fait. Le président ici propose les solutions, mais en même temps, comme il a dit, on connaît nos devoirs, mais en même temps, on a aussi des choses à recevoir en réciprocité. Permettez-moi de même reformuler votre dernière phrase. On ne propose seulement, on impose cette vision très claire, très déterminée de l'Égypte en ce qui concerne comment lutter ou même traiter les différents problèmes dont souffre le monde africain, le monde arabe. C'est grâce à la mentalité administrative de l'Égypte actuelle, c'est que tout est selon un calendrier. C'est une méthode très pratique et qui attire les Européens aussi. C'est tout. On a vu le président ici, lorsqu'il inaugure un projet, il demande la première question, quand est-ce que ça va se terminer? Et puis lui, il précise... Selon les critères ou les standards internationaux reconnus. Exactement. Et puis il impose sa vision parce qu'il sait plus que tout le monde le dessous des cartes. Alors il dit on va réduire la période d'attente parce qu'on a besoin d'achever ce projet très rapidement. Au lieu de 6 mois, ça sera 3 mois. Alors je crois que les Égyptiens étaient étonnés au départ comment on fait cela. On va savoir comment les Égyptiens, si je peux dire, sont maintenant
comment les Égyptiens ont reçu le président là-bas à Glasgow. Mais justement, après ce petit reportage qui va jeter la lumière sur les activités diplomatiques, politiques très intenses du président Abdel Fattah el-Sisi en marge de COP26. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni dimanche à Glasgow avec le chancelier autrichien Alexander Schallenberg et l'a félicité pour sa prise de fonction, soulignant la volonté de l'Égypte de continuer à renforcer les aspects de la coopération bilatérale avec l'Autriche dans divers domaines, notamment le commerce, l'économie et le tourisme. De son côté, le chancelier autrichien a affirmé son honneur de rencontrer le président el-Sisi, signalant la volonté de son pays de continuer à renforcer ses relations avec l'Égypte, qui représente un pilier essentiel pour la stabilité et la sécurité du Moyen-Orient et de la région méditerranéenne, louant les efforts appréciés de l'Égypte dans la lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine, le terrorisme et l'idéologie extrémiste. Ils ont également échangé les points de vue sur les développements les plus importants de la cause palestinienne, ainsi que la question du barrage de la Renaissance. En marge de sa participation lundi à la COP26, le président el-Sisi a eu plusieurs rencontres avec plusieurs personnalités distinguées. Il a rencontré le Premier ministre des Pays-Bas, M. Mark Rutte, et ils ont examiné les moyens de faire progresser les relations entre les deux pays dans les domaines d'intérêt commun, notamment les échanges commerciaux, le tourisme et l'immigration, en plus de la coopération existante dans le domaine de la gestion de l'eau, ainsi que de bénéficier de l'expertise néerlandaise dans des projets liés au système d'irrigation et à l'agriculture, ainsi que dans le domaine de la gestion portuaire et du renforcement de la coopération existante entre le canal de Suez et le port de Rotterdam. Le président el-Sisi a rencontré également le chef du gouvernement libyen, Abdelhamid Dbeiba, le premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh, le premier ministre libanais, Najib Mikati, et la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, la chancelière allemande, Angela Merkel, l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, le premier ministre du Koweït, Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah, le président de la République d'Arménie, Arman Sarkassian, et le président de la Roumanie, Klaus Iohannis. Le président el-Sisi a aussi rencontré le président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Les deux présidents ont exprimé leur satisfaction du niveau distingué de relations bilatérales, que ce soit au niveau de la coordination et de la concertation politique ou au niveau de la coopération économique. En fait, ce qui m'a attiré beaucoup l'attention aujourd'hui, c'est cette image prise par le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi avec la communauté égyptienne, où les Égyptiens vivent là-bas, à Glasgow. En fait, devant son siège, il y avait des échanges de saluts et de salutations entre le président et ceux qui représentent son peuple. Donc, comment vous avez réagi à cette scène ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la fierté de la communauté égyptienne partout, ce n'est pas uniquement à Glasgow, de cette personnalité charismatique qui a pris en charge les affaires de l'Égypte dans un moment très difficile, mais avec beaucoup d'audace et une détermination redoutable. Alors, je crois que les Égyptiens à Glasgow, ils étaient très heureux de voir pour eux un l'héros que les gens là-bas admirent aussi, parce que comment tout le monde parle, comment l'Égypte a pu continuer dans la tempête du printemps arabe, a pu surmonter le terrorisme, a pu vraiment arriver à un point où c'est devenu le pays le plus stable, le plus ouvert et le plus sécurisé au Moyen-Orient. Alors je crois que les Égyptiens, ils sont fiers de leur leader. C'est un message très clair. Jamais c'était organisé parce qu'on ne peut pas organiser ça. Je crois qu'il y avait un autre message. Le président n'est pas seul. N'importe où, dans quel pays ou dans chaque pays, il y a toujours cette communauté qui va dire
qu'il y a un soutien populaire. Monsieur le Président ne marche seul dans ce trajet même de réforme subi par les Égyptiens, supporté par les Égyptiens. Je me souviens lorsqu'il y avait, avant l'inauguration du canal du Suez, le nouveau secteur, le président ici est allé à une des banques pour encourager les Égyptiens à acheter les actions pour ce projet. Et quelqu'un a interpellé le président, lui a dit « Dieu avec vous, monsieur le président ». Et le président a répondu « Non, Dieu est avec nous, parce que nous sommes une équipe, un seul peuple qui va travailler ensemble ». Et le président l'avait dit à plusieurs reprises. Le président Sisi, je ne peux pas faire quelque chose sans vous. Vous êtes le soutien de cette nation et je suis fier de vous. Et je vous salue parce qu'on a arrivé à ce qu'on est arrivé grâce à vos efforts. Je crois que le président est une énergie très positive dans les veines de l'Égypte. Il donne le courage, l'audace. Et je crois que les Égyptiens, en dehors de l'Égypte, ils souhaitent revenir encore en Égypte, voir par les yeux, non pas seulement sur les écrans, mais à leurs propres yeux, ce qui se passe en Égypte avec le succès de l'infrastructure et la sécurité. Autre scène, d'après la presse nationale, la relation entre l'Égypte et la RDC du Congo représente un modèle à suivre. L'Égypte a pour la première fois inauguré des projets d'agriculture et de développement dans de nombreux pays africains, que ce soit en Tanzanie, que ce soit en Congo, que ce soit au sud du Soudan, et même on a proposé beaucoup d'aide à nos amis en Éthiopie. Et je crois que maintenant, c'est le fruit de tous ces efforts, parce que la République démocratique du Congo a reconnu que l'Égypte a participé dans beaucoup de projets pour la stabilité de ce pays et qui a aidé vraiment le gouvernement là-bas à surmonter beaucoup de problèmes. Nous avons travaillé avec tous ces pays voisins dans les bassins du Nil parce qu'on a trouvé, et je crois que le président a très bien saisi l'occasion, c'est que nous participons ou nous partageons ensemble un seul avenir, la source de l'eau du Nil et la production d'agriculture, ainsi que la construction des hauts barrages là-bas. Alors, bien sûr, ces pays sont reconnaissants. En fait, pour donner un peu plus de détails en ce qui concerne ce qui a été écrit dans la presse à propos de cette coopération entre l'Égypte et la RDC du Congo, les deux parties sont satisfaits du niveau particulier de leurs relations, ont exprimé leur intérêt à renforcer la coordination et consultation politique et économique au cours de la prochaine période, au vu de l'élan remarquable que ces liens bilatéraux ont connus au cours de la dernière période. Selon le porte-parole de la présidence, le chef d'État s'est entretenu avec Monsieur le Président de la RDC du Congo. Monsieur le Président congolais a apprécié le soutien égyptien à son pays alors qu'il passe par une phase importante de son histoire, ce qui incarne un modèle exemplaire de relations de soutien mutuel entre les pays africains. J'aimerais bien commenter cette dernière phrase. Dans les temps de crise, c'est l'Égypte qui vient pour apporter les aides à ses frères africains. La preuve en est, c'est la pandémie du coronavirus. Je me souviens, dès qu'il y a eu les pandémies, le président ici a signalé au monde entier que le moment où il y aura les vaccins, il ne faut pas négliger les pays africains qui ne sont pas capables à payer de l'argent. Il faut mettre en compte que ces pays, ils ont besoin des vaccins comme tous les êtres humains sur la planète, mais avec des prix raisonnables. Et c'est ce qu'on a vu ici en Égypte même, que ça a été offert à toute la population presque gratuitement. Et je trouve que l'Égypte a pris ce fardeau, a demandé au monde entier de ne pas négliger l'Afrique, d'aider l'Afrique sur ce plan, parce que déjà économiquement, c'est presque très fragile, mais il faut les aider aussi sur le plan sanitaire. Toujours sur le plan sanitaire, sur le plan technique, scientifique et ainsi de suite, on trouve que dans ce cadre, le Collège royal britannique, ça lui a apprécié énormément le protocole récemment signé
avec le ministère égyptien de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique pour développer le secteur médical en renforçant la coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation professionnelle de corps soignants. C'est ce qu'a fait savoir le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, quand il a proposé cet entretien entre le président Abdel Fattah el-Sisi et la présidente du Collège royal britannique pour les physiciens et chirurgiens, Jackie Taylor, et ça en marge de sa participation de la COP, de sa participation à COP 26. Si je peux dire, cette activité présidentielle pour doper un peu plus cette coopération scientifique, technique entre l'Égypte et les autres grandes institutions scientifiques mondiales, notamment, je parle de ça même à la lumière de ces directives présidentielles visant à localiser l'industrie des vaccins au sein de l'Égypte. Bien sûr, c'est une étape très audacieuse parce que c'est un domaine qui était réservé aux pays occidentaux ou des pays puissants. Peut-être les pays qui étaient en dehors de l'Occident, c'était la Chine et la Russie, mais qu'un pays du Moyen-Orient s'introduit sur ce domaine de cette façon, c'est très audacieux. Ouais. Ça montre que le président a saisi l'occasion, il sait très bien que c'est le moment de proposer cette coopération et heureusement, c'était reçu avec beaucoup de joie par nos partenaires anglais, les Européens, parce que tout simplement, l'Égypte ouvre maintenant la porte à ce genre de vaccins d'être créés en Égypte, parce que c'est le moment que, comment dire, que la manipulation de cette fabrication cesse et que maintenant, ça sera un domaine entre les mains de tous les pays du monde. L'Égypte est l'exemple par excellence dans la région, et le pays qui peut accueillir ce genre de production parce qu'il y a la stabilité, l'ouverture et la sécurité. Et bien sûr, il y aura aussi une coopération égyptienne avec nos partenaires là-bas sur le know-how ou le savoir-faire de comment faire tout ça. Oui. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi pour le remarquable exploit et les efforts ambitionnés de développement menés par l'Égypte, affirmant selon lui que son pays soutiendra tous ces efforts sous la direction égyptienne. Si même la réaction qui a été montrée par Bassam Radi, l'ambassadeur Bassam Radi, le porte-parole présidentiel, d'après lui, l'Autriche et la Grande-Bretagne louent les efforts déployés par l'Égypte pour résoudre les problèmes de la région. Votre commentaire ? L'Égypte travaille sur ce domaine depuis longtemps parce qu'on a maintenant travaillé surtout avec nos partenaires européens sur ces nombreuses questions. Mais il faut préciser un point très important. L'Égypte travaille très étroitement sur la question de coopération économique, coopération sur la sécurité, coopération sur la technologie. Ce sont trois axes très importants que le président ici travaille sur ces points. Et ces trois axes sont maintenant la voie de l'Égypte vers l'extérieur. On ne peut pas rester sur une voie et laisser les autres. Donc c'est normal que l'Égypte et le président travaillent sur ces points parce qu'on sait que l'Europe, après la pandémie du Covid, ils ont maintenant d'ouverture, après le recul de l'économie, de l'aide, travailler avec d'autres pays et surtout que maintenant il y a un changement géostratégique dans la région. La Turquie maintenant il y a des points d'interrogation sur sa fidélité envers l'Europe ou même l'OTAN. Il n'y a plus de partenaires. Le seul partenaire honnête et stable, c'est l'Égypte et le président Abdel Fattah el-Sisi. Oui, en fait, toujours, le président Abdel Fattah el-Sisi a essayé de proposer et a imposé même la vision de l'Égypte en ce qui concerne comment stabiliser la région arabe et africaine. C'est toujours, il y a un trajet connu. C'est quoi? Respecter la souveraineté des pays de la région. Respecter la souveraineté de la Libye. Arrêter les mercenaires d'arriver là-bas. Respecter la souveraineté de la Syrie, de l'Irak, du Yémen, aussi du Liban. Oui. Soutenir les institutions nationales. Bien sûr. Respecter l'intégrité territoriale. Quoi que ce soit, ce sont les peuples qui ont à décider. On n'accepte jamais, par exemple, qu'un pays comme la Syrie, il y aura une partie comme Idlib occupée par la Turquie.
hors de question. Ouais. Pareil aussi pour la Libye. On veut qu'une armée nationale défende le pays et non pas des mercenaires qui viennent de l'extérieur soutenir des factions. Hors de question. Pareil aussi au Liban. On veut qu'un pays soit stable dans les bras de ses frères du pays du Golfe et non pas en concurrence, que le Hezbollah et l'Iran soient de côté pour que le Liban puisse continuer son développement. Déjà, ils ont tellement de crises, il faut passer à autre chose. Ouais. Pareil pour le Yémen, que maintenant la guerre, on sait que comment l'intégrité de la souveraineté de l'Arabie Saoudite est toujours violée par les drones lancés par les factions pro-iraniennes. Pareil, alors la question que le président ici pose, franchement, à la communauté internationale, vous voulez de la stabilité dans cette région? Oui ou non? Je crois que oui, parce que c'est votre intérêt. Donc, il faut aider ces pays à défendre leur souveraineté. Il faut faire la pression sur les factions intérieures qui font l'instabilité. Et malheureusement, c'est souvent la faction iranienne et turque. Dans ce cadre, comment vous avez réagi à cette scène qui a rassemblé le président Abdel Fattah el-Sisi et l'émir du Qatar? Parce qu'il y avait des commentaires faits par la presse nationale, la presse arabe, en ce qui concerne ces saluts et ces sourires échangés entre deux côtés. La diplomatie, c'est la diplomatie. L'Égypte est ouverte à parler avec tout le monde. Oui. En fait, il faut comprendre la mentalité du président sur cette question. Il dit, on est ouvert à parler avec tout le monde, mais il faut respecter la souveraineté de l'Égypte, il faut respecter la loi égyptienne, il faut respecter la sécurité de l'Égypte. C'est une ligne rouge. Alors bien sûr, lorsqu'il rencontre l'émir du Qatar, bien sûr, il y aura une rencontre diplomatique, mais derrière les coulisses, il y a des problèmes à résoudre. Oui, et en même temps, l'économie égyptienne est tout à fait attractive Bien sûr. aux yeux des Qataris. Bien sûr. Comment? Parce que l'infrastructure, elle est maintenant en Égypte. Regardez. Pour moi, avant de donner l'occasion de parler, pour moi personnellement, la pandémie a gelé les économies européennes, a gelé les économies de la région du Proche-Orient, excepte l'Égypte. C'est ça le résultat? Oui ou non? Oui, c'est ça le résultat. Et ça a été une surprise pour toute la région. Et regardez, il y a eu quelque chose de très paradoxal pour les Qataris. C'est qu'ils ont soutenu la guerre contre le régime syrien, par exemple, pour le gaz. Et maintenant, ça a tourné en fiasco. Ça a très mal marché pour eux. Alors économiquement, sur cet axe, c'était un échec total. Et maintenant, ils ont mis le poids aussi sur l'instabilité en Égypte en 2011. Et ça aussi, c'était un échec total. Et maintenant, l'Égypte, c'est le pays émergent dans la région de la sécurité et l'instabilité. Et même les partenaires de Qatar. Parce que le Qatar est construit sur la coopération avec l'Occident. Lorsqu'ils parlent avec quiconque en Occident, tout le monde leur dit non, l'Égypte, il faut respecter parce que c'est une force militaire, diplomatique, économique très importante dans la région. Alors eux, leur boussole doit passer après ça pour l'Égypte. Oui, en fait, j'aimerais bien montrer... oui, il me reste presque 10 minutes. J'aimerais bien montrer aux gens comment les différents pays du monde essayent de se rapprocher de l'Égypte. La preuve en est, c'est cette dernière visite effectuée par M. Klaus Iohannis, le président de la République de la Roumanie. Bien sûr, au cours de cette visite, il y avait des entretiens pour comment doper cette coopération économique entre les deux côtés. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi dernier au palais d'Al-Ittihadiyya le président Klaus Iohannis, président de la République de Roumanie. Les deux homologues ont tenu une séance d'entretien bilatéraux suivie d'une autre élargie comprenant les délégations des deux pays.
À cet égard, le président Al-Sisi a souhaité la bienvenue au président roumain, saluant les relations bilatérales historiques entre les deux pays amis, tout en exprimant son aspiration à renforcer la coopération à la lumière des relations bilatérales croissantes et de l'échange de visites de haut niveau, faisant également référence à sa visite à Bucarest en juin 2019, étant la première du genre pour un président égyptien en Roumanie depuis 15 ans. Le président roumain a pour sa part affirmé sa joie de visiter le Caire, remerciant le président Al-Sisi pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité, exprimant son souci de poursuivre la coordination et la consultation entre les deux pays amis dans divers domaines, ainsi que développer et de renforcer les relations de la Roumanie avec l'Égypte, qui se caractérise par ses grandes histoires et civilisations. Les entretiens ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment économiques et commerciales, conformément au niveau des relations politiques distinguées entre les deux pays amis, ainsi qu'échanger les expériences et les informations et encourager les investissements conjoints dans les secteurs des grands avantages compétitifs en Égypte et en Roumanie. Dans ce contexte, il a été convenu de l'importance de tenir le 4e cycle du comité mixte chargé du développement de tous les aspects de la coopération économique et technique au niveau bilatéral, louant également la convocation du Forum économique égypto-roumain en marge de la visite en cours du président roumain pour représenter un lien entre les hommes d'affaires et les représentants des grandes entreprises des deux pays. De même, la réunion a examiné la coopération dans le domaine de l'énergie de toutes ses sortes, à la lumière de la volonté des deux pays de diversifier et de sécuriser leurs sources d'énergie et de la volonté de l'Égypte de devenir un centre régional de commerce de l'énergie à la Méditerranée orientale et celle de la Roumanie pour l'être dans les Balkans et en Europe de l'Est. Les deux présidents ont également discuté les possibilités de renforcer la coopération dans le domaine du tourisme et les moyens d'augmenter ce mouvement. Ils ont également évoqué les moyens de coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et de la coopération militaire et sécuritaire. Donc très rapidement, à quel point vous trouvez que l'Égypte est devenue un partenaire fiable aux yeux de tout le monde et comment vous commentez ce rapprochement entre l'Égypte et les pays de l'Est, non seulement de la Roumanie, mais aussi de Visegrad? C'est une étape diplomatique de l'Égypte très intelligente parce qu'on sait que ces pays ont un poids au sein de l'Union européenne. L'Europe maintenant cherche des partenaires au-delà du vieux continent et je crois que ces partenaires de l'Europe de l'Est comme la Hongrie, déjà le président ici, il a d'excellentes relations personnelles avec Viktor Orban en Hongrie et aussi avec son homologue roumain lorsqu'on a vu maintenant. Donc tout ça, ça donne du poids à l'Égypte lorsqu'il y aura des coopérations commerciales avec l'Europe. Il vote pour l'Égypte, il soutient les positions de l'Égypte et il encourage les partenaires de l'Europe occidentale de lever certaines restrictions et de travailler avec l'Égypte sur le niveau commercial. Parce qu'il y a une sorte de confiance mutuelle entre les deux côtés. Mais toujours, ils essayent de se rapprocher de l'Égypte parce qu'ils savent que l'Égypte, c'est une porte très essentielle pour le monde arabe et le monde africain du point de vue économique. Il est plus stable. C'est le seul pays stable dans la région, le seul pays qui a de l'infrastructure et le seul stable pays... et fort. Bien sûr, stable et fort. Fort stratégiquement. Militairement, économiquement, diplomatiquement. Et en plus, il y a un président fiable avec qui ils peuvent parler honnêtement et savoir qu'il a de la vision, parce qu'il avait de la vision pour... Des visions sincères, des visions déterminées, des visions qui sont convenables à la réalité des choses. Et gagnant-gagnant. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement l'intérêt de l'Égypte, c'est l'intérêt de l'Égypte et nos partenaires. On n'essaye pas de faire des chantages, mais seulement gagnant-gagnant. Respecter les intérêts et les valeurs de notre pays, et ça sera la même chose envers vous. Oui. À la lumière de cette dernière phrase, encore une fois, comment vous avez vu la position, entre guillemets, ferme de l'Égypte envers Gerd ou le barrage de l'Éthiopie, et ça à la lumière de ces déclarations faites par le président Abdel Fattah al-Sisi en marge de COP et même dans les préparations pour COP 26. Et toujours en réaction, par exemple, à l'intérieur de l'Égypte, on parle que parmi les changements climatiques subis par l'Égypte, c'est la pénurie de l'eau. Je répète un seul mot que le président ici l'avait dit, existentiel.
c'est une question de l'existence. Question existentielle. De l'Égypte et de la souveraineté de Du Nil. l'Égypte. Bien sûr, et aussi de l'Égypte, parce on sait que la seule source de l'eau, c'est le Nil. Et jamais l'Égypte a transgressé toutes les coopérations ou les accords internationaux, que ce soit avec le Soudan et l'Éthiopie. C'est la première fois que ça se passe. Alors la position ferme, c'est selon le droit international. On a deux axes. Le président, il a dit, on est ouvert depuis 10 ans au dialogue. Une décennie. Une longue décennie. Dialogue. On n'a jamais changé notre position, mais en même temps, on est lié à la loi, le droit international qui nous donne le droit de garantir le flot de l'eau. Et on ne va jamais renoncer à ça. Et d'ailleurs, comme vous dites, le changement climatique en Égypte, c'est à cause du barrage. Je crois que l'Égypte maintenant avait raison à dire à tout le monde qu'il y avait eu des erreurs énormes dans la construction de ce barrage. On a entendu maintenant qu'il y a maintenant des problèmes dans le sol sur lequel a été construit ce barrage. Donc il y a un problème géologique. Un problème qui menace les 150 millions de personnes. Par les inondations. Par les inondations, par la destruction des champs, par la destruction des maisons. Qui va gérer tout ça? Ce sera une catastrophe climatique jamais vue dans le monde. Et d'où provient même cette alerte toujours lancée par l'Égypte en ce qui concerne, faites attention, la sécurité régionale va être menacée par le changement climatique, par les questions de l'eau. Oui. N'est-ce pas? Oui. Je dois vous remercier infiniment. Merci. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Malheureusement, nous arrivons à la fin de cette édition, mais avant de vous quitter, permettez-moi encore une fois de vous dire que j'étais vraiment très ravi d'être avec vous pour commenter de telles scènes et de telles activités. Merci beaucoup. Merci. Il y avait des scènes, des activités très intenses de la part du président égyptien Fattah al-Sisi sur la scène internationale et sur des points essentiels, des points très épineux pour l'Égypte, notamment en ce qui concerne le changement climatique et la question de l'eau. Merci, à la prochaine.